est-ce que cette étude est intéressante dans la maladie de Crohn? Et puis, est-ce qu'on peut imaginer qu'une transplantation fécale pourrait être intéressante dans la polyarthrite rhumatoïde? Pour répondre à la première question, on aura les résultats de cette petite étude qui a été plutôt faite pour regarder l'évolution du microbiote, donc pas tellement pour l'efficacité dans la maladie de Crohn, mais on a quelques indices et on aura les résultats aux journées francophones de gastro, c'est en mars. Et pour la deuxième question, ma réponse est oui, mais complète. La polyarthrite, effectivement, on est à un stade moins avancé, c'est-à-dire que l'intérêt pour le microbiote vient des maladies inflammatoires du tube digestif, et on est plutôt à la phase où on essaie de comprendre les perturbations de ce microbiote, et donc on est un peu loin d'envisager une transplantation fécale, mais sur le principe, oui, pourquoi pas, mais pas tout de suite. Tu veux que je te les donne? Alors, je vais prendre cette question-là. Quel lien entre les maladies parodontales, c'est les problèmes de gencives et dents qui bougent, et la polyarthrite rhumatoïde ou le métoject, c'est le méthotrexate. Effectivement, il y a une association et probablement que le point commun, en fait, c'est le fait que dans la polyarthrite rhumatoïde, et c'est probablement la même chose dans les entérocolopathies inflammatoires, il y a une inflammation chronique qui peut avoir des conséquences un peu générales. On sait qu'il y a plus de problèmes cardiovasculaires, etc. Et en fait, les problèmes dentaires et de gencives s'intègrent dans les conséquences de cette inflammation chronique liée à la maladie de fond. Et donc, c'est pas étonnant de voir les deux coexister chez les patients. Et donc, ce que l'on manque, c'est probablement de facilité de prendre en charge de toutes ces maladies parodontales, de la gencive, parce que tous les soins ne sont pas pris en charge. Donc, c'est souvent problématique. Après, le lien avec le méthotrexate, je ne vois pas de lien direct. Je dirais plutôt que le lien est avec la maladie de fond. Alors, une question pour les Mickey. Alors, une maladie stabilisée sans traitement, mais avec des douleurs, on va rediscuter de ça. Est-ce qu'il est préférable d'introduire un traitement de fond quand il y a un projet de grossesse, une PMA? Alors, il faut retenir qu'il faut envisager une grossesse quand la maladie est vraiment quiescente. Depuis au moins plusieurs mois, 6 mois, plus de 6 mois, 1 an, disaient nos maîtres. Pourquoi? Parce que si la conception se fait pendant une poussée ou proche d'une poussée, il y a quand même des risques que la grossesse ne se passe pas bien. Et ça, c'est dramatique. Donc, pour répondre précisément à la question, si les douleurs sont rapportées à une activité de la maladie, eh bien oui, il faudra mettre en route un traitement de fond pour vraiment se mettre à distance de l'activité de la maladie. Et si les douleurs, et c'est fréquent, ne sont pas liées à l'activité de la maladie, on peut envisager une PMA sans mettre en route de nouveaux traitements de fond. Alors, la question, bonjour, on m'a prescrit des anti-TNF pour une spondylarthrite diagnostiquée tardivement. J'ai préféré prendre des anti-inflammatoires. Est-ce que c'est grave? Alors, je ne sais pas si c'est grave, mais en fait, ce que l'on sait, c'est que les anti-TNF, on les donne aux patients qui ont une spondylarthrite lorsque les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne suffisent plus. Donc, finalement, tout dépend des symptômes qui restent. Mais c'est vrai que parfois, on a tendance à s'habituer à la douleur et à ne plus à croire que finalement, il faut vivre avec. Et c'est parfois la petite difficulté, c'est de se rendre compte que finalement, ces douleurs... les anti-inflammatoires ne sont pas si efficaces que ça et donc doivent refaire discuter l'indication d'un anti-TNF. Donc finalement, tout dépend de savoir comment on répond au traitement et si les douleurs invalident le quotidien. Une question. Maladie de Crohn. Je suis atteinte de la maladie de Crohn, dit une dame. J'ai une fille de 21 ans. Est-ce que ma fille peut être atteinte de la maladie de Crohn? La réponse est que le risque génétique a été évalué de 1 à 3% lorsqu'une personne a une Mickey, de le transmettre à ses enfants. Voilà. Alors, en revanche, lorsque les 2 parents sont atteints d'une Mickey, le risque est bien plus élevé, il est plutôt autour de 20%. Alors, j'ai une question pour tous les deux, puisqu'il y a la question qui a été posée pour les rhumatismes inflammatoires chroniques et puis pour la maladie de Crohn. La maladie de Crohn est-elle contagieuse? Il y a des formes conjugales, donc la transmission de la maladie ne se fait pas forcément par la génétique. Et pareil, les RIC sont-elles contagieuses en cas d'infection ou d'épidémie? Voilà. Il y a effectivement des formes, je crois qu'il y avait un atelier à ce sujet sur les formes des conjoints? Non, pas du tout. Non. Mais il y a une association, quelques cas décrits, plus fréquents que ne le voudrait le hasard, de
de conjoints qui développent une maladie avec un modèle peut-être de maladie infectieuse, mais pour l'instant, ça n'est que de la statistique épidémiologique et on n'a pas de pistes précises, scientifiques sur ça. Et en rhumatologie, on n'a pas du tout ce type de données, donc pour moi, non, en tout cas côté rhumato. La polyarthrite rhumatoïde, en évoluant, peut-elle s'associer à des douleurs de fibromyalgie? Alors en fait, c'est ça qui est un petit peu fin, c'est que la fibromyalgie, c'est une maladie à part entière qui donne des douleurs diffuses sur l'ensemble du corps, une fatigue et qui gêne le quotidien. Mais en fait, toutes les maladies inflammatoires, que ce soit la polyarthrite, la spondylarthrite et même la maladie de Crohn, eh bien, peuvent s'associer secondairement à une fibromyalgie. Donc c'est toute la complexité du travail du rhumatologue. C'est même chez quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde avérée, est-ce que lorsqu'il se plaint de douleurs au bout d'un certain moment et qu'aucun traitement de la polyarthrite ne marche, est-ce que finalement les douleurs ne sont-elles pas en rapport avec cette fibromyalgie dont la description est tout à fait quand même différente des douleurs articulaires et les arthrites. Donc effectivement, ça peut coexister et puis la fibromyalgie peut exister elle seule, sans aucune maladie associée. Une question sur l'alimentation et les Mickey. Y a-t-il des composants dans l'alimentation finis ou complexes, je pense, qui pourraient être à l'origine des Mickey? Et puis, il est questionné sur les colorants, les conservateurs, les aliments fumés, les acidificateurs, les pesticides. Alors, c'est un peu une zone grise de la science actuellement, mais sachez qu'il y a dans des modèles animaux des réponses à ça. Est-ce qu'on peut les translater directement chez l'homme? Je ne sais pas. Mais effectivement, certains émulsifiants qu'on trouve de façon très fréquente dans l'alimentation permettent de mettre la petite distance qu'il y a entre le microbiote et la paroi intestinale est plus fine. Et donc ce contact plus proche entre le microbiote et la paroi intestinale lié à la présence des émulsifiants pourrait favoriser l'inflammation intestinale. Donc je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses à étudier des composés de l'alimentation et ça rejoint un peu le propos général que nous disait Mathieu Allais tout à l'heure sur le fait de cuisiner et d'essayer d'éviter les aliments déjà prêts. Alors, souffrir de Mickey et d'une ESPA, laquelle est à l'origine de l'autre? En fait, il n'y en a pas une qui est à l'origine de l'autre, c'est qu'elles s'associent. Donc, il n'y a pas de lien de causalité, c'est une association, ça coexiste et ça peut coexister de manière un peu plus fréquente que ne le voudrait le hasard chez les patients. Et après, la question, c'est pourquoi est-il si difficile de trouver un anti-TNF qui agit sur les deux? Il y a un certain nombre de molécules qu'on a en commun. Et donc, quand un patient souffre des deux maladies, eh bien, moi, j'appelle Philippe Sexic, puisqu'on travaille et on prend en charge des patients en commun, pour essayer justement de trouver le médicament qui va pouvoir gérer les deux maladies. Et on peut dire aussi qu'il y a un médicament que vous utilisez qui peut révéler une maladie inflammatoire. Donc on voit bien que l'immunité est proche, mais quand même différente. Ouais. Alors si l'étude aboutit en mars concernant la transplantation de microbiote fécal, combien de temps faudra-t-il pour que ce soit accessible aux patients? Vous avez eu hier un atelier sur la transplantation de microbiote fécal. Pour l'instant, c'est vraiment... On n'a accès qu'en recherche. Combien de temps, vous avez vu pour les médicaments, combien de temps ça met? Je pense que ce sera quelques années. 5 ans, peut-être. Bouger fait mal, quand faut-il stopper l'activité pour la SPA, la spondylarthrite? En fait, l'activité physique, en fait, on sait que ça a plein de vertus et même des vertus anti-inflammatoires. En fait, quand il y a eu des expériences qui ont été faites, on a pris des sujets qu'on a fait courir et puis on a mesuré leur niveau d'inflammation avant-après activité physique. Et en fait, les niveaux de TNF notamment diminuent. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est avoir une activité physique proportionnée aux douleurs et aux problèmes personnels. Donc, ça ne sert à rien, lorsqu'on est en poussée de sa maladie, de dire voilà, je vais faire un marathon. Mais par contre, c'est vrai que c'est important de garder, de marcher, d'avoir une activité physique, sportive si on le peut. Et donc ça, c'est recommandé pour toutes les maladies inflammatoires. Comment faire pour prévenir une occlusion intestinale? Notre fille atteinte de Crohn à une occlusion intestinale brutalement sans signe avant-coureur. Bien oui, lorsque la zone de l'intestin est rétrécie liée à l'inflammation chronique, des aliments pas très bien mâchés et pas très bien digérés, pas bien absorbés, vont pouvoir venir bloquer. Et donc ce que l'on fait, nous, c'est on privilégie, quand il y a des signes avant-coureurs, de mettre les patients au régime semi-liquide ou liquide pendant quelques jours pour que ça passe.
Et sinon, on a aussi développé un régime qu'on appelle sans bouchon, où vraiment on a une liste de médicaments qui se pelotent les uns sur les autres, qui sont des fibres très longues ou qui sont des noix et des noyaux qui ne seront pas bien réduits en toutes petites particules. Et en évitant ces médicaments, on peut éviter les occlusions. Et puis sinon, pour éviter s'il y a des occlusions trop fréquentes, c'est la chirurgie malheureusement. Alors, comment est fabriqué l'Ambrelle biomédicament? Donc, en fait, l'Ambrelle, c'est... Comme tous les biomédicaments, c'est issu du matériel vivant. Donc, vous voyez, c'est différent de l'Immurel ou du méthotrexate que l'on crée, que l'on synthétise avec de la chimie. Là, on est obligé de prendre des organismes vivants, de les modifier génétiquement pour qu'elles produisent ces biomédicaments qui sont des molécules complexes et volumineuses. Et donc, l'Ambrelle, ça vient notamment de bactéries qui sont mises en culture. C'est probablement d'ailleurs la même chose pour l'Humira et pour toutes les biothérapies. C'est soit des bactéries, soit des cellules modifiées. L'Ambrelle qui ne marche pas dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Donc là encore, une immunité un peu différente. Pour une maladie de Crohn, est-ce que l'étendue de l'atteinte est un facteur déterminant pour prétendre à une longue phase de rémission? Avons-nous plus de chances de subir un jour une intervention? C'est une question très difficile. On mérite un atelier entier, mais pour faire simple, la charge inflammatoire, c'est vraiment très important. Non pas pour prétendre à une rémission prolongée ou pour diminuer le risque d'intervention chirurgicale, mais bien pour caler la dose de médicaments actuellement disponibles qu'on va donner. Et il est vrai que lorsque la charge inflammatoire, et c'est une notion un peu nouvelle, est importante, il faut donner souvent plus que la dose standard de médicaments. C'est ce qu'on fait dans les formes de colite aiguë grave, de rectocolite hémorragique, par exemple, on donne double dose d'anti-TNF pour essayer de contrer l'inflammation. Et on répète cette double dose assez rapidement selon les schémas qui ne sont pas habituels, hein, c'est-à-dire bien plus rapprochés. Donc la charge inflammatoire, surtout pour la mise en rémission, mais ça ne préjuge pas de la mise en rémission profonde et ça ne préjuge pas du risque de chirurgie qui est élevé dans la maladie de Crohn iléale, comme vous l'avez vu. Alors on me pose une question sur quel climat est favorable. Alors entre Saint-Malo et l'Île-de-France, la mer ou la montagne, en fait, les études n'arrivent pas à trancher et la plupart des études d'ailleurs ne montrent pas qu'il y a un lien entre la région où on habite et puis l'impact sur l'activité de la maladie, de la polyarthrite, etc. Mais après, il faut prendre en compte ce que les patients racontent. Moi, si un patient me dit qu'il est mieux à la neige qu'à la mer, je le crois et puis après, je lui dis c'est à vous de voir si vous voulez déménager. Mais je n'ai pas de preuves scientifiques pour dire que je ne peux pas faire une ordonnance pour une maison sur la Côte d'Azur. Mais en tout cas, voilà, j'écoute ce que me disent les patients, mais je peux pas en faire plus que ça. La science ne nous donne pas plus d'informations. Une perspective pour Crohn pure, lésion anopérinéale, au-delà de l'infliximab et de l'adalimumab? Oui. On vous a montré tout à l'heure, Mathieu Allais vous a montré des nouvelles thérapies cellulaires avec des cellules mésenchymateuses qui viennent recoloniser les fistules, notamment donc dans les formes complexes de maladie de Crohn et dans les formes très sévères. Je crois qu'il y aura de la place pour ce traitement. Malheureusement, pas pour tous les patients. On n'a pas encore le coût, mais ça nous donne quand même un espoir. Et puis les autres biothérapies sont en cours d'évaluation dans ces formes de lésions anopérinéales aussi. Donc il y a aussi un peu d'espoir de ce côté-là. Alors, la spondylarthrite peut-elle apparaître après 60 ans? Effectivement, le pic de fréquence, c'est plutôt aux alentours de 30 ans. Mais c'est une statistique, ça peut survenir un peu avant et puis ça peut survenir plus tard. Mais effectivement, à 60 ans, on va surtout se méfier des diagnostics différentiels, donc des autres causes telles que l'arthrose en fait. Donc ça va être tout le travail du rhumatologue de faire la différence entre une spondylarthrite et l'arthrose. Qu'en est-il de l'espérance de vie des malades RCH sans risque de cancer? Retenez que l'espérance de vie des Mickey est, on va dire, sensiblement la même que celle de la population générale. Voilà. L'examen génétique est-il déterminant pour diagnostiquer une polyarthrite rhumatoïde? Il n'y a pas de test génétique. En fait, on regarde, et dans les études en recherche, on regarde les gènes de susceptibilité, mais il ne faut pas croire que c'est une maladie génétique qui se transmet avec un gène donné. C'est un ensemble de choses, la polyarthrite rhumatoïde. C'est un terrain génétique, et puis des facteurs environnementaux qu'on ne connaît pas tous. Il y a le tabac, et c'est une mauvaise rencontre entre une génétique et un environnement. Mais donc, il n'y a pas de test à faire pour faire le diagnostic. Et ça ne sert à rien. En pratique. Après une petite résection du grêle, je suis sous Immurel 150 mg par jour depuis 15 ans. Cette dose peut-elle être nocive sur le long terme? Oui, sûrement, et surtout qu'au long terme, bien, on avance tous en âge et qu'Immurel devient plus dangereux, entre guillemets, au-delà de 65 ans.
et le risque, c'est les cancers, le lymphome. Donc effectivement, c'est une vraie question. Vous en discutez au cas par cas avec votre gastro-entérologue pour essayer de changer de traitement, surtout lorsqu'on atteint cet âge de 60 ans. Dans un contexte de PR familial, y a-t-il des vaccins à éviter? Moi, je dirais plutôt qu'il y a des vaccins à recommander. C'est notamment le vaccin contre la grippe et le vaccin contre le pneumocoque. Dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a une susceptibilité aux infections qui est en plus un petit peu augmentée avec les traitements que l'on donne. Et l'infection principale, c'est les bronchites et les pneumonies. On a un vaccin efficace contre ça. Donc, habituellement, c'est un vaccin qu'on recommande chez les plus de 65 ans. Mais dans la polyarthrite, on le recommande plutôt dès qu'on met en route un traitement de fond. Fumer pendant la grossesse joue-t-il un rôle dans l'apparition d'une myquie chez l'enfant? Très bonne question. Il ne faut jamais fumer pendant la grossesse et de toute manière, il ne faut jamais fumer d'une façon générale. Mais c'est une vraie bonne question, c'est est-ce que les facteurs d'environnement pendant une grossesse peuvent déterminer un risque de développer une maladie chez l'enfant? Et ça, c'est un vrai sujet qu'on appelle épigénétique qui est à l'étude actuellement. Alors, je suis atteint du SPA, ma fille a un problème de psoriasis, est-ce que c'est lié? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement. Il y a 3 maladies qui s'associent entre elles un peu plus que le hasard. C'est la spondylarthrite, les maladies inflammatoires du tube digestif et le psoriasis. Donc, les patients peuvent avoir 1, 2 ou 3 de ces maladies, où dans l'évolution, l'une peut apparaître. Donc voilà, donc c'est effectivement une association. Une question sur les anti-TNF. Ne serait-il pas possible de doser les anti-TNF en fonction du poids du patient, ou plutôt de prescrire en fonction du poids? Alors certains anti-TNF sont prescrits en fonction du poids du patient, et ensuite, lorsqu'il y a une réponse qui est incomplète, il nous arrive de doser dans le sang les anti-TNF. Alors je vais me tourner vers le professeur Selam pour qu'il me dise s'il y a une bonne adéquation entre les dosages, et lorsque vous êtes en dessous d'un seuil, est-ce que vous augmentez en fonction des réponses? Parce qu'en gastro-entérologie, l'adéquation entre le bon taux et la réponse n'est pas très claire. Nous, c'est à peu près la même chose. Et d'ailleurs, on a tendance à moins faire les dosages qu'en gastro-entérologie parce qu'on ne peut pas augmenter les doses autant. Donc, de toute façon, quand un patient est à la dose maximale, même si quand on le dose, on trouve que le dosage est un peu plus faible, on n'a pas vraiment le droit d'augmenter à des doses au-delà de ce qui est marqué sur la notice. Donc, en pratique, on s'en sert quasi pas. Et pour compléter, vous avez beaucoup plus de molécules à disposition en rhumatologie que dans les myquies. Donc nous, comme on essaye de pousser au maximum toutes nos pistes, on est parfois obligé d'aller un peu loin dans les traitements et de recourir à ces dosages. Alors j'ai une PR depuis 2005, je suis à l'injection 20 mg par semaine. Y a-t-il une injection une fois par mois? Alors là, le problème, c'est que je ne sais pas quel est le nom du médicament. Il y a des médicaments une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Donc ça, après, si vraiment les problèmes d'injection vous posent problème, je pense que c'est utile d'en parler avec votre rhumatologue ou avec votre gastro-entérologue pour voir les alternatives ou les différentes possibilités. Alors, une question sur les relations intestin-cerveau. Une destruction de l'intestin grêle induite par une maladie de Crohn peut-elle provoquer des maladies du cerveau? La question elle mérite d'être un peu naïvement posée, mais effectivement, il y a des liens entre le microbiote intestinal et la déstructuration plutôt du microbiote que la destruction de l'intestin grêle. Et certaines maladies comportementales ou maladies vraiment psychiatriques. Donc on les étudie. Est-ce que le fait d'avoir une dysbiose, un déséquilibre du microbiote dans la maladie de Crohn, dans les RCH, peut induire ou protéger de certaines pathologies comportementales ou psychiques? On ne sait pas pour l'instant. On a des études de dysbiose dans les maladies inflammatoires et on commence à décrire dans les maladies neuropsychiques. Et pour l'instant, on n'a pas fait le lien entre les deux. Alors, j'ai contracté le chikungunya qui a déclenché une PR. Alors, avez-vous des cas semblables? Non, personnellement non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est connu. Le chikungunya, en fait, donc, qui est une infection qui a été notamment observée aux Antilles ou à La Réunion, peut donner des douleurs articulaires. Et dans un tout petit nombre de cas, ça peut, par la suite, une véritable polyarthrite rhumatoïde peut se déclencher. Probablement qu'elle était déjà sous-jacente auparavant et que le chikungunya a fait un peu, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Une question peut-être pour nous deux, Jérémy. J'ai un Crohn avec des douleurs du dos, plusieurs radios qui ont écarté une spondylarthrite ankylosante. Pourquoi les malades de Crohn sont-ils condamnés aux douleurs articulaires? Alors, je pense qu'on peut séparer deux types de situations. Des patients qui ont une poussée de la maladie inflammatoire, maladie de Crohn, avec des douleurs articulaires satellites.
de cette maladie, elles peuvent être dorsales, et elles le sont souvent, articulaires périphériques, sans forcément un gonflement articulaire. Et je ne suis pas sûr que si on fait le bilan morphologique à ce moment-là, on trouve des anomalies. Donc ça, c'est, on va dire, une sorte de type 1 parallèle à la poussée de la maladie de Crohn. Vous traitez la maladie intestinale et normalement, les douleurs sont résiduelles. Ensuite, il y a des douleurs dorsales qui accompagnent des patients qui ont une maladie de Crohn, et là, il y a toute une difficulté pour faire le diagnostic de spondylarthrite ankylosante. Ouais. Et parfois, on a peu de signes. Effectivement, c'est toute la difficulté, parce que parfois, finalement, ce sont des douleurs liées à la maladie de Crohn elle-même, parfois c'est une véritable spondylarthrite, et puis parfois c'est autre chose. On a le droit aussi d'avoir un mal de dos commun, lié à des problèmes de disques, etc. Et donc, et parfois, ce sont les médicaments eux-mêmes qui peuvent déclencher des douleurs articulaires. Donc, c'est un peu tout le travail et l'interaction qu'ont entre les rhumatos et les gastro pour voir si la maladie de Crohn est en poussée. Si elle n'est pas en poussée, on va se dire que donc c'est pas des manifestations articulaires. Donc, vous voyez. Et puis, de toute façon, on est obligé de céder des examens complémentaires. Et puis, parfois, on n'arrive pas à trancher. Ça arrive. Donc, on discute pour essayer de trouver la meilleure solution pour soulager le patient. Alors, est-ce néfaste? Est-ce que le gluten est néfaste quand on a une polyarthrite? Alors, il y a beaucoup de choses, effectivement, sur l'alimentation. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la presse grand public. À ce jour, il n'y a pas de données scientifiques prouvant que le gluten, de faire un régime sans gluten est utile pour traiter la polyarthrite. Donc ça a été, il y a des études qui sont en cours. Donc en 2018, on ne peut pas recommander, et je ne le recommande pas à mes patients. Après, si un patient souhaite essayer, soit, mais vraiment ce qui est important, c'est d'éviter les carences, parce que certains régimes donnent des carences vitaminiques, parfois des carences protéiques. Donc il faut quand même que les choses soient encadrées. Et vous confirmez la même chose, Philippe Sexic? Un atelier glutanémie, ce serait intéressant. C'est un peu plus compliqué parce que les aliments arrivent directement en contact avec l'intestin. Donc là, il y a autre chose qui peut se passer. Et notamment, le gluten est accompagné d'une myriade de molécules, de petites molécules. Et on a découvert récemment qu'il y a en plus de la gliadine et tout ce qui fait la maladie cœliaque, enfin une vraie pathologie inflammatoire déclenchée par ce qu'il y a dans le gluten, à côté du gluten, des petites molécules qu'on appelle ATI, amylase tryptase inhibiteurs, qui résistent à la cuisson du pain à haute température et qui sont présents donc dans la farine, dans le gluten. Et ces petits amylase tryptase inhibiteurs sont capables d'induire un peu d'inflammation localement, parce qu'ils sont reconnus par des récepteurs TLR, des récepteurs qui signalent le monde extérieur à nos cellules épithéliales, à nos cellules dendritiques, à nos cellules immunitaires, déclenchent un peu d'inflammation, déclenchent parfois des douleurs également. Donc, il y a peut-être une petite partie des gens, en général, et donc aussi des patients atteints de maladies inflammatoires, qui sont sensibles à ces petites molécules qui déclenchent des douleurs et de l'inflammation. Et ça correspond environ à 5 à 10% des patients qui ont mal au ventre quand ils mangent du pain et du gluten. Donc oui, pour tous ces patients-là, on leur conseille d'éviter le gluten, et on fait des périodes de 6 mois, par exemple, sans gluten. Mais dans cette pathologie-là, dans cette composante-là, on peut réintroduire bien sûr le gluten et peut-être pas avoir un régime complètement strict en gluten. Alors, PR et problèmes intestinaux ayant fait l'objet d'une opération du sigmoïde, est-ce dû aux anti-inflammatoires? Effectivement, il y a ce que l'on appelle la sigmoïdite ou la diverticulite, c'est une inflammation au niveau de la fin du côlon qui peut être parfois d'origine infectieuse, et effectivement, ça peut être favorisé par les médicaments, et principalement, c'est la cortisone. C'est probablement dans cette situation. Alors après, il y a certains autres médicaments, mais la plupart du temps, en tout cas, on pense à la cortisone. Je ne sais pas si tu veux. Oui, et le gastro-entérologue va compléter parce qu'ils font l'objet d'une opération. Il y a eu des nouvelles recommandations pour le traitement de la sigmoïdite, et la chirurgie est utilisée de moins en moins, vraiment. Donc les indications pour opérer du sigmoïde maintenant sont très, très restreintes. Donc en reparler avec le gastro-entérologue et le chirurgien avant de vous faire opérer. La maladie de Crohn peut-elle s'éteindre? On pourrait poser la question sur les polyarthrites aussi. La réponse est malheureusement non. On a regardé, nous, sur plus de 2000 malades, ceux qui étaient en rémission sans aucun traitement ou juste un traitement première ligne, comme vous savez les 5-ASA, pendant plus de 10 ans. Eh bien, on a trouvé 0,4% de notre cohorte. Alors, ça ne donne pas beaucoup d'espoir, mais pour l'instant, le système immunitaire, en tout cas intestinal,
peut s'activer en permanence. Et c'est normal, c'est une veille vis-à-vis du monde extérieur, des aliments, mais aussi des bactéries. Et donc, il est tout le temps en veille. Et même lorsqu'on avance en âge, il reste tout à fait éveillé. Et c'est pour ça que la maladie de Crohn ne s'éteint pas, la RCH non plus. Alors, parfois, effectivement, ça peut arriver que les polyarthrites et les spondylarthrites se calment, mais on n'est jamais à l'abri d'une rechute. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'avec les traitements maintenant dont on dispose, on arrive à mettre ces maladies, ce que l'on appelle en rémission, c'est-à-dire que normalement, il n'y a plus de symptômes, surtout quand on s'y prend tôt. Et c'est pour ça que nos objectifs, c'est de guérir, c'est-à-dire d'essayer de contrôler complètement l'inflammation sans traitement un jour, mais pour l'instant. Alors, je suis touché par une USPA, est-ce que je peux développer une Miki? J'ai 50 ans. Alors, quand même, cette possibilité reste quand même rare, hein. La plupart des patients qui ont une spondylarthrite n'ont pas de Miki. Et après, le pic à 50 ans, c'est quoi l'âge moyen, peut-être que tu peux préciser, de déclenchement des Miki? Il y a deux pics, c'est plutôt 20-30 ans. Et puis, il y a un petit pic un peu épidémiologique, plutôt pour la rectocolite hémorragique, vers 40-50 ans, quand les malades, en fait, ont eu un accident cardiovasculaire et arrêt de fumer. En fait. Et ça déclenche la RCH. Alors, Miki, Crohn, quels sont les meilleurs marqueurs de l'inflammation, signe d'une poussée? CRP, calprotectine. Alors, les meilleurs signes d'inflammation, pour nous, c'est pas les douleurs. Ça, c'est très difficile de discriminer qu'une douleur soit liée à l'inflammation. C'est pas toujours le trouble du transit, parce qu'on peut avoir aussi un transit accéléré d'une autre façon que l'inflammation, mais c'est souvent les lésions, de voir les lésions. Donc c'est l'endoscopie, la capsule, l'IRM pour l'intestin grêle, ça c'est les meilleurs signes d'inflammation. C'est pour ça qu'on demande parfois de faire des coloscopies régulièrement et des IRM pour les atteintes de l'intestin grêle. Et puis ensuite, lorsque l'inflammation dépasse simplement le site intestinal, eh bien ça va être la calprotectine, vous allez retrouver dans les selles, donc c'est vraiment un bon signe d'inflammation, et puis la CRP dans le sang, donc voilà les grands signes d'inflammation qu'on retient. Alors, à la naissance de ma fille à 24 ans, j'ai déclaré une PR alors que j'allaitais. Est-ce que cela augmente le risque de PR pour ma fille de développer une PR? On n'a pas du tout de données là-dessus. Évidemment, il y a des situations où il y a un tout petit peu plus de risque dans la famille d'avoir une polyarthrite rhumatoïde, mais c'est pas sur l'allaitement. J'ai pas la réponse. En tout cas, il n'y a pas matière à s'inquiéter, je pense. Une question qu'on peut peut-être partager. Quels sont les effets secondaires de l'hydrocortisone? Sont-ce les mêmes que le cortensil, ostéoporose, cataracte? Alors, quand l'hydrocortisone est donné en relais d'une corticothérapie à la dose classique de 20 à 30 mg, adaptée à la vie du malade, par jour, il n'y a pas d'effet secondaire de cette thérapie substitutive de ce qu'on sécrète normalement comme cortisone. Ouais, effectivement, là, ça correspond aux doses que l'on produit naturellement, donc normalement, ce n'est pas censé être toxique. Alors, quand il y a une polyarthrite rhumatoïde et une maladie de Crohn, les corticoïdes sont contre-indiqués. Quel traitement pour les maladies auto-immunes associées? Alors, les corticoïdes n'en sont plutôt pas contre-indiqués, puisque justement, c'est un traitement commun des deux affections. Et effectivement, il y a tout un... Même si on essaie de les éviter. On essaie de les éviter, quand même. Mais bon, quand une maladie inflammatoire est en poussée, ça rend quand même des services pour contrôler immédiatement les choses. Et après, on a à la fois des médicaments communs et des médicaments différents. Donc, tout le travail est justement de choisir les médicaments communs qui sont bien identifiés. Il y a notamment, effectivement, le méthotrexate, mais il y a également les anti-TNF et puis encore d'autres, comme les anti-IL-23. Que disent les statistiques? Combien de RCH se transforment en cancer du côlon? Alors, difficile de répondre en nombre de RCH qui vont devenir un cancer du côlon, parce que ça dépend du moment où la RCH s'est déclenchée, ça dépend de l'étendue de la RCH, mais retenez que quelqu'un qui a une maladie depuis plus de 10 ans et qui atteint tout le côlon a un risque de déclencher un cancer du côlon qui est jeune, depuis plus de 10 ans, quel que soit son âge, qui rejoint celui de la population générale à partir de 60 ans. Je ne sais pas si je suis très clair dans mon propos, mais donc oui, on est dans des risques dits élevés de cancer du côlon. Et donc après 10 ans d'évolution d'une RCH, il faut se soumettre à une surveillance régulière par coloscopie. C'est le seul moyen de surveiller ce risque de cancer du côlon en faisant des biopsies partout dans le côlon. Alors,
pour la polyarthrite, peut-on suivre un traitement à base de cortisone pendant la grossesse en substitut du traitement de fond? Effectivement, c'est une possibilité. On sait notamment que le cortensil ne passe pas la barrière placentaire, donc le bébé ne le voit pas finalement. Mais on a également maintenant d'autres possibilités. Il y a notamment certains anti-TNF qui ne passent vraiment pas non plus la barrière placentaire et qui, dans certains cas, peuvent être pris et peuvent être utilisés pendant la grossesse. 2 questions sur les anti-TNF qu'on partage, Jérémy. Prise de poids et anti-TNF, est-ce que c'est un effet indésirable fréquent? Alors fréquent, je ne saurais pas dire la fréquence, mais effectivement, c'est rapporté des prises de poids de plusieurs kilos sous anti-TNF dans la polyarthrite et dans la spondylarthrite. Est-ce réellement un effet secondaire des anti-TNF ou est-ce que l'inflammation avait dévié une partie du métabolisme et on retrouve le poids? C'est très difficile à dire. Il y a des études en cours dans les maladies inflammatoires. Mais effectivement, c'est peut-être que le niveau de départ faisait que le patient avait un poids peut-être inférieur à cause de l'inflammation chronique. Il n'empêche qu'après, le patient, il a raison, il prend du poids sous anti-TNF. Et ça, c'est vrai que ça arrive. Après, le mécanisme et la cause, c'est plus compliqué. Deuxième question à partager. Après quelques années sous anti-TNF, est-ce que les effets du traitement restent les mêmes ou régressent-ils? En fait, est-ce qu'il y a un effet cumulatif des anti-TNF, les effets secondaires étant essentiellement infectieux, il y a peu de risques de cancer par exemple, eh bien ils ne s'accumulent pas. Non. On a même l'impression que finalement les problèmes infectieux sous anti-TNF apparaissent surtout pendant les 6 premiers mois ou la première année de traitement. Et que, après, ça ne veut pas dire qu'au bout de 6 mois, il faut se dire « Ouf, ça y est, j'ai passé les 6 mois, je suis tranquille », il faut rester vigilant. Mais c'est vrai qu'on voit un petit pic de fréquence à ce moment-là, probablement lié au fait que la maladie inflammatoire était en poussée, qu'on prenait un peu de cortisone aussi à ce moment-là. Quel examen médical permet de diagnostiquer la polyarthrite rhumatoïde? Alors d'abord, il y a l'examen clinique, c'est-à-dire c'est nous, on examine les articulations, on regarde si elles sont gonflées, si les douleurs sont compatibles. Après, on peut s'aider parfois d'une échographie articulaire lorsqu'on a un doute sur le gonflement des articulations. Et après, ce sont les radiographies et le dosage des auto-anticorps, facteur rhumatoïde anti-CCP, antipeptide cyclique citruliné, et la CRP pour voir de l'inflammation. C'est un peu le kit que l'on prescrit. Plus facile que de faire le diagnostic parfois des Mickey. Mickey et risques veineux et cardiovasculaires, est-ce que ce sont des risques importants? Que faut-il faire? Oui, c'est ce qu'on appelle maintenant les risques cardiovasculaires non conventionnels. Les risques conventionnels, c'est la sédentarité, le diabète, le tabac, l'âge, le sexe masculin, etc., l'hypertension artérielle. Eh bien, à côté de ces risques classiques de maladies cardiovasculaires, eh bien, les risques non conventionnels, l'inflammation chronique, donc le fait d'avoir une maladie inflammatoire, et surtout lorsqu'elle n'est pas bien contrôlée, c'est un risque. Et donc l'idée, que faut-il faire? C'est contrôler bien sûr complètement l'inflammation locale et systémique, et donc se fixer des objectifs ne plus avoir de symptômes, mais ne plus avoir du tout d'inflammation résiduelle, et avec une CRP normale par exemple. Alors on m'a posé la question de la différence entre le rituximab et les anti-TNF. Alors effectivement, en rhumatologie, il y a tout un tas de biothérapies, dont certaines sont communes avec les gastro-entérologues, mais le rituximab est justement une à part qui n'est propre qu'à la polyarthrite rhumatoïde, qui ne marche pas dans la spondylarthrite, qui ne marche pas dans la maladie de Crohn. Donc vous voyez, il y a des points communs, puis il y a des différences, et le rituximab n'est pas un anti-TNF. Faut-il mettre tous les émulsifiants dans le même sac? Peut-on les différencier dans leurs effets nuisibles, par exemple plus ou moins solubles, carboxyméthylcellulose, diglycéride? C'est une question assez fine, effectivement. Mais je ne crois pas que ce soit simplement les produits solubles qui sont en cause. Je pense que tout type d'émulsifiant, parce qu'il faut savoir que dans le microbiote, il y a beaucoup de molécules non solubles qui peuvent agir. Donc, en effet, dans l'essai dont je vous ai parlé en étude animale chez la souris, c'était le carboxyméthylcellulose qui était incriminé. Voilà. Pour l'instant, je pense qu'il faudra regarder, bien sûr, au cas par cas, tous ces émulsifiants, et peut-être qu'il y a un effet nuisible, pas seulement des hydrosolubles. Alors, dans le cadre d'une PR, un rhumatologue m'a déconseillé le vaccin contre l'hépatite, donc j'imagine c'est l'hépatite B, pour moi et pour mes enfants. Alors, moi, j'ai un avis un peu plus nuancé, parce qu'effectivement, il y a eu toute une polémique sur les vaccins qui vont déclencher des maladies auto-immunes. En fait, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est le risque pour une personne donnée. Par exemple, un personnel de santé, je pense qu'il y a plus de risques de ne pas se faire vacciner contre l'hépatite B que de se faire vacciner. On risque plus, en étant un personnel de santé non vacciné, d'attraper l'hépatite B que de se voir déclencher une polyarthrite rhumatoïde après un vaccin. Donc, ça dépend. Il faut vraiment quand même prendre en compte l'activité professionnelle et le mode de vie. Pourra-t-on se passer de coloscopie dans le futur avec la vidéocapsule? Alors,
C'est une vraie question parce que la coloscopie, ce qui est pénible, c'est surtout la préparation. Hein, et sous anesthésie générale, bien sûr, il y a des risques aussi de l'anesthésie et de la procédure, mais c'est surtout la préparation qui vous est vraiment pénible. Donc, se développe une vidéocapsule du côlon, mais il y aura également une préparation pour bien vider le côlon de toutes les matières. Donc, ce sera tout aussi pénible, je pense. Donc, je ne suis pas sûr que dans le futur, on puisse, par la capsule, s'affranchir des inconvénients de la coloscopie. Néanmoins, je crois qu'il faut qu'on travaille encore sur les préparations fragmentées, les préparations avec petit volume, et là, il y a encore une place vraiment pour la recherche. Alors, on parle de mauvaise alimentation qui déclencherait les maladies auto-immunes ou y contribuerait. Pourquoi ne parle-t-on pas des OGM et des perturbateurs endocriniens ? Moi, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être étudié, en effet. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de données là-dessus. Et je pense que ça va être un des prochains sujets de recherche intéressants. Que pensez-vous de l'hydrothérapie du côlon ? Sur un plan scientifique, rien. Sur un plan personnel, pour vous, si ça vous fait du bien, pas de problème. Alors, quid de l'épigénétique dans les rhumatismes inflammatoires ? Effectivement, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que c'est probablement la modification du génome au-delà de l'ADN. Et effectivement, c'est quelque chose qui est étudié. Et il y a des stratégies de traitement par épigénétique, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'heure actuelle. Ma fille, atteinte de maladie de Crohn, a été allergique à tous les laits dès sa naissance. Elle a été nourrie avec du HN21, c'est-à-dire un lait fractionné, et puis de la carotte, du banane, soja, des biberons de légumes. Cette alimentation a-t-elle pu fragiliser les muqueuses du tube digestif ? Non, la muqueuse du tube digestif se répare en permanence. Ça fait partie vraiment du pool de cellules qui se répare le plus rapidement possible dans l'organisme. Donc non, en revanche, ça peut avoir modifié le microbiote à un âge clé de sa mise en place. Et est-ce que ça peut favoriser la survenue sur un terrain génétiquement prédisposé d'une maladie de Crohn ? Je dirais, voilà, peut-être. Et peut-être qu'il y a d'autres facteurs en dehors de ça qui sont survenus malheureusement chez cette jeune fille. Alors, pourriez-vous nous parler des traitements anti-JAK en comprimé? Est-ce que cela pourrait remplacer les anti-TNF? C'est probablement une nouvelle petite révolution en rhumatologie et peut-être ça va arriver, le professeur Sexic va nous dire en gastroentérologie. Ce sont des médicaments qui sont du niveau de l'efficacité des anti-TNF mais qui sont sous forme orale, donc par comprimé. Ils sont disponibles déjà depuis maintenant 8 ans aux États-Unis. Ça va faire une bonne année qu'on les a en France et c'est vrai que ce sont des médicaments qui n'agissent pas du tout de la même manière, qu'on doit prendre soit c'est un comprimé par jour, soit un comprimé matin et soir et on a plutôt des bons résultats. Et pour l'instant, il n'y a pas de scoop en termes de problèmes d'effets secondaires. C'est à peu près d'ailleurs la même chose que les anti-TNF, notamment sur le risque d'infection et en gastroentérologie. Donc pour les patients atteints de maladies rhumatologiques, vous les avez, donc ça c'est bien. Nous, on ne les a pas, sauf si la maladie inflammatoire intestinale est associée à une maladie rhumatologique, on vous demande. Et pour l'instant, c'est en cours de débat pour savoir quel est le prix, etc. Donc c'est bientôt. Mais donc c'est efficace pour aussi. La rectocolite hémorragique, ça a été étudié. Et puis pour le Crohn, la maladie de Crohn, c'est en cours. Et je pense que c'est vraiment une grande voie d'avenir de traitement. Et il y aura plusieurs types de ces anti-JAK, plus ou moins sélectifs, avec plus ou moins d'effets positifs, mais aussi peut-être d'effets secondaires. Alors, que pensez-vous de la stimulation du nerf vague pour diminuer les douleurs articulaires dans la SPA? Alors, le nerf vague, c'est un nerf qui naît au niveau de la moelle, du tronc cérébral, et qui a des vertus anti-inflammatoires. Et il y a notamment un gastro-entérologue à Grenoble qui teste la stimulation du nerf vague alors par des systèmes de chambres implantables parce qu'il descend au niveau du cou. Et il a eu sur quelques patients des résultats intéressants. On peut aussi stimuler le nerf vague au niveau de l'oreille ou au niveau du cou sans obligatoirement se faire opérer. Mais pour l'instant, c'est à l'étude. Donc moi, je vous avouerai que je trouve que c'est vraiment une stratégie intéressante. Mais dès que c'est des stratégies comme ça modernes, il ne faut pas dire voilà, je le donne à tout le monde. Il faut faire un essai en comparant une vraie stimulation par rapport à une fausse stimulation pour voir si ça apporte quelque chose. Et si tel est le cas, on pourra vraiment se poser la question de ce traitement non médicamenteux. Y a-t-il des effets indésirables connus avec les traitements par vedolizumab? Alors le vedolizumab, vous savez, c'est ces médicaments qui bloquent le passage des lymphocytes des vaisseaux vers le tube digestif, donc plutôt assez sélectifs du tube digestif et de l'inflammation intestinale. Donc ils ne sont pas utilisés en rhumatologie. Il y a des effets secondaires, oui, des infections intestinales, notamment Clostridium difficile. Et puis, il y a d'autres effets secondaires qui sont à l'étude et on attend de voir, parce que avoir des lymphocytes dans la muqueuse
ça provoque de l'inflammation, mais c'est aussi des lymphocytes qui parfois veillent au bon état de la muqueuse. Et donc, il faudra vraiment avoir les études à long terme pour avoir tous ces effets secondaires. Et c'est en cours. Alors, y a-t-il une bonne circulation des informations thérapeutiques auprès de tous les rhumatologues de France et d'Europe? Oui, c'est le cas. D'abord grâce à Internet. Et il faut savoir, vous savez, que les autorisations des médicaments, c'est pas que sur la France. En fait, quand un médicament est autorisé, c'est maintenant à l'échelon européen. Donc, effectivement, les dossiers sont évalués par les rhumatologues de tous les pays. Et il y a maintenant beaucoup d'études qui se font avec plein de centres en Europe. Et on interagit beaucoup avec les collègues européens, en congrès, mais aussi par le biais des mails. Et il y a beaucoup de projets communs. Donc, c'est vraiment c'est une spécialité qui interagit beaucoup. Je pense que tu peux commenter pour les gastro-entérologues de France et d'Europe si sur leur interaction, vous êtes en contact avec des gastro-entérologues européens. Oui. Voilà. Oui, il y a des réseaux, bien sûr. Il y a le congrès de l'EULAR tous les ans. Et il y a un congrès européen. Et il y a le Donc, congrès qui équivalent des maladies Donc, en février. Là, vous rencontrez même du monde entier. Il n'y a Ouais. pas que les Européens. J'étais dans la question. Il y a le monde entier. Alors, le trouble fonctionnel intestinal, côlon irritable, vous savez, c'est des douleurs, un ballonnement, et puis soit un trouble du transit, diarrhée, constipation, soit une alternance diarrhée-constipation. Pourrait-il être précurseur d'une MICI? La réponse est non. Le trouble fonctionnel intestinal, c'est très fréquent, c'est 10% de la 5 à 10% de la population. Je dirais même l'inverse. Lorsqu'on n'a pas de trouble fonctionnel intestinal et qu'on déclenche une MICI, Crohn, RCH, on peut avoir secondairement, après le déclenchement de la première poussée ou de la deuxième poussée, des douleurs résiduelles de type trouble fonctionnel intestinal. Et ça devient plus compliqué à traiter, comme on a vu tout à l'heure. À quel moment passe-t-on à la coloscopie IRM? Là, il faut voir vraiment le gastro-entérologue pour décider ensemble des examens à faire. Alors, j'ai fait une névrite optique rétrobulbaire à la suite d'un traitement par Humira. Effectivement, là, la question, c'est de savoir s'il y a un lien. C'est exceptionnel, ce type d'effet secondaire, mais ça arrive avec les anti-TNF, la névrite optique rétrobulbaire, et ça contre-indique définitivement tous les anti-TNF. Donc, c'est effectivement... un lien a été bien établi, mais très, 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 très rare. J'ai une ERCH depuis 28 ans et j'ai fait une occlusion sur bride cette année. Mon gastro-entérologue me dit que cela n'est pas lié. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord avec votre gastro-entérologue. Alors, la place des oméga-3 dans les maladies inflammatoires en tant que complément alimentaire. Alors, effectivement, il y a quelques études dans la polyarthrite rhumatoïde qui montrent qu'on peut améliorer un petit peu les symptômes avec la prise d'oméga-3, mais il faut une certaine quantité. Et je vous avouerai quand même que les traitements que l'on utilise sont beaucoup plus efficaces que ce que le font les oméga-3 auxquels il faut s'astreindre de consommer tous les jours. Mais si un patient, et moi c'est à chaque fois ce que je réponds, si un patient veut faire une intervention alimentaire alors qu'il souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, je lui conseille d'augmenter sa ration en oméga-3. De toute façon, dans la population générale, on ne mange pas assez d'oméga-3, même pour la santé en général. Et après, on me demande si l'épeautre non hybridée, alors je vous avouerai que je ne connais pas la forme non hybridée de l'épeautre, et ça, je ne peux pas répondre à la question. Que faut-il faire quand notre enfant de 15 ans sous Antocorte et Humira dépoussé et du coup ne peut pas aller en cours ou autre? La maladie de Crohn déclenche-t-elle des crises de colère? Alors, d'une façon non scientifique, et pour avoir des enfants de cet âge, l'âge de 15 ans suffit pour déclencher des crises de colère, mais au-delà de ça, l'Antocorte est un corticoïde local qui parfois passe quand même dans la circulation générale et qui peut peut-être participer à une certaine activité, peut-être insomnie et peut-être accompagner un changement d'humeur. Et d'autre part, le fait d'avoir une maladie chronique, bien sûr, je ne sais pas quels sont le rythme des poussées, depuis combien de temps la maladie est chez cet enfant, mais bien sûr, ça peut participer à un retentissement. On a vu la fatigue, mais on pourrait dire aussi des troubles de l'humeur chez un enfant, bien sûr. Alors, après avoir eu de l'Humira puis du Simponi, donc ça c'est des anti-TNF qu'on donne par voie sous-cutanée, eh bien j'ai la biothérapie en perfusion et donc on parle de l'épuisement lié au traitement. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est variable, il y a des patients qui le rapportent et puis la plupart du temps ça se passe bien, donc ça peut arriver, hein, c'est quand même des médicaments puissants qui modifient quand même pas mal de choses dans l'immunité, donc ça peut effectivement fatiguer le jour ou le lendemain, c'est pas si fréquent que ça, mais ça existe. La maladie de Crohn peut-elle se transformer en RCH ou le contraire? Plutôt le contraire. La RCH, c'est vraiment une atteinte purement du rectum et du côlon. La maladie de Crohn
lorsqu'elle est cantonnée simplement au rectum et au côlon, peut mimer tout à fait une rectocolite hémorragique, mais dès que vous avez une atteinte de l'intestin grêle ou de l'anus, malheureusement, eh bien, c'est une maladie de Crohn. Donc, j'irai plutôt dans l'autre sens. Une RCH peut tout à fait pas se transformer en maladie de Crohn, mais être en fait une maladie de Crohn initialement qui mimait complètement une rectocolite hémorragique au départ, et puis ensuite la maladie peut atteindre l'anus, l'intestin grêle, et finalement ce sera une maladie de Crohn. C'est une question importante lorsqu'on doit opérer nos patients de RCH, et on n'a pas beaucoup de critères prédictifs pour dire que cette RCH était en fait une maladie de Crohn. Alors, une question sur l'intérêt des thérapies complémentaires dans les maladies inflammatoires. Ça, je trouve que c'est intéressant. Donc, thérapie complémentaire, ça peut être l'hypnose, l'acupuncture, etc., la relaxation. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant, mais ça ne doit pas... Le mot le plus important de cette question, c'est le mot complémentaire. C'est en complément des traitements usuels et classiques que l'on est susceptible de vous prescrire, le méthotrexate, les anti-TNF, etc. Donc effectivement, ça permet de contrôler quelques symptômes résiduels, et je pense que quand les patients sont motivés pour essayer, moi je les incite à essayer, mais ça ne doit pas se faire en arrêtant les autres traitements, c'est complémentaire. Y a-t-il des causes psychologiques au Mickey? Ma réponse est non. En revanche, il y a des poussées qui sont très certainement liées à ce qu'on appelle des événements de vie bénéfiques ou néfastes de la vie. Ça, oui, comme dans n'importe quelle maladie chronique, je dirais, maladie asthme, maladie rhumatologique, je pense que vous avez les mêmes liens épidémiologiques entre événements de vie et poussées. Ouais, mais dire que des événements psychologiques déclenchent et sont responsables de la maladie, je crois on n'a pas d'argument pour dire ça, et puis je ne crois pas qu'on puisse en tirer un grand bénéfice, ni nous les médecins, ni vous les malades. Alors, effectivement, on n'avait peut-être pas bien compris une question précédente. On ne parlait pas des effets secondaires à long terme des anti-TNF, mais de leur efficacité en tant que telle. Effectivement, l'efficacité, on sait qu'au bout de 5 ans, l'efficacité se maintient chez 40 à 50% des patients. Donc ça veut dire qu'après, on peut échapper au traitement anti-TNF, mais maintenant, c'est vrai qu'on a tout un tas d'autres molécules. Donc, on peut perdre en efficacité dans le temps, mais de toute façon, il y a d'autres alternatives thérapeutiques. Faut-il un régime alimentaire pour les ados, les adultes atteints de maladie de Crohn ou des aliments à interdire? Donc là, il faut vraiment revoir avec le gastro-entérologue qui vous suit et discuter, parce qu'en fonction de la localisation, notamment dans les maladies du grêle, et lorsqu'il y a une sténose, il n'y a pas toujours de sténose, oui, on peut éviter certains aliments, comme je vous ai expliqué, un régime sans bouchon. Et sinon, en général, il faut un régime équilibré, et c'est vraiment très très important pour garder sa masse musculaire, sa masse grasse et sa masse sèche. Voilà, donc pas d'aliments a priori interdits, et rediscutez bien avec le gastro-entérologue en fonction de la localisation de la maladie. Et il y a une deuxième question, y a-t-il un espoir pour guérir de la maladie de Crohn dans un futur proche? Guérir la maladie de Crohn dans un futur proche, vous avez vu les exposés tout à l'heure, dans un futur proche, probablement non. Alors on me pose la question de l'intérêt des cures thermales et des maladies inflammatoires. Effectivement, moi je l'intègre un peu dans les traitements complémentaires de tout à l'heure, c'est-à-dire que ça peut quand même aider à contrôler et à améliorer un peu le quotidien des patients. Alors les études montrent que ça ne dure pas dans le temps, mais quand le patient est motivé, est intéressé, moi je ne suis pas contre, mais toujours en continuant les traitements classiques. Je ne suis pas contre non plus, et j'avoue que c'est assez rare qu'on me pose la question de la cure thermale dans les maladies inflammatoires. Moi, probablement un peu plus fréquemment. Est-ce qu'un lavement pour préparation de la coloscopie affecte le microbiote? Oui, mais sachez que le microbiote a une capacité assez extraordinaire de résilience, c'est-à-dire de retour à son état antérieur. Et donc, on a pu voir qu'une préparation pour la coloscopie modifie le microbiote. Est-ce qu'il le modifie suffisamment pour déclencher une poussée? Je dirais non. Mais en tout cas, ça le modifie un petit peu, et ensuite le microbiote va revenir à la normale. Alors, est-ce qu'il y aurait des traitements un jour qui n'affecteront pas le système immunitaire? Effectivement, les anti-TNF diminuent un peu, en tout cas modifient l'immunité. À partir du moment où on parle de maladies immuno-inflammatoires, il faut bien qu'on s'attaque à l'immunologie. Et donc, je ne vois pas trop d'autres solutions. En tout cas, en 2018, c'est là-dessus, et c'est sur le ciblage du système immunitaire qu'on travaille. Est-ce qu'avec la maladie de Crohn, on a toujours faim?
en poussée, on n'a plutôt pas faim. Et les patients qui ont des atteintes sténosantes de l'intestin grêle, eh bien, finalement, déclenchent des douleurs et une gêne, un inconfort tel que ces patients adaptent leur alimentation pour finalement, on voit surtout l'inverse, c'est-à-dire des dénutritions très importantes qui s'étalent dans le temps. Et donc, non, lorsque les patients ont faim, c'est plutôt bon signe. Et ils ont aussi faim lorsque l'on met en place les corticoïdes, qui sont quand même très oryxigènes et qui déclenchent vraiment des crises de boulimie, d'alimentation. Et donc, il faut faire attention à ce moment-là. Alors, peut-on avoir plusieurs maladies auto-immunes en même temps, thyroïde, syndrome sec, donc syndrome de Sjögren et PR? Effectivement, ça arrive, et c'est souvent ces trois-là. Après, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus fréquent, et il ne faut pas toujours vivre avec l'angoisse de se dire quand j'ai un problème de thyroïde, c'est que je vais avoir une polyarthrite, et inversement. Là, effectivement, ça, c'est un événement rare de les combiner, même si c'est connu. Alors, celle-ci, j'arrive pas à lire en fait. Peut-on espérer bloquer l'évolution d'une SPA tardive après 60 ans par des moyens naturels, activité physique, régime alimentaire, ou faut-il commencer un traitement anti-TNF? C'est ce que je disais au tout début, c'est que le traitement de la SPA, c'est proportionnel aux symptômes. Donc, si l'activité physique et le régime alimentaire, mais je ne sais pas très bien lequel, calme les symptômes et que la vie est agréable ainsi, il n'est pas vraiment la peine de débuter un anti-TNF, sauf certaines situations assez particulières. Et après, si par contre on garde des douleurs, etc., il faut peut-être quand même se poser la question, même si la spondylarthrite est tardive et évoluée. Stomie définitive et possibilité de grossesse. Oui, même sans côlon, sans rectum, on peut supporter une grossesse, à condition bien sûr qu'on soit bien adapté à cette iléostomie et qu'on respecte les règles alimentaires et diététiques et d'hydratation surtout liées à cette iléostomie définitive. Mais il est tout à fait possible d'envisager une grossesse. Allez, on va faire les dernières questions, oui. On ne va pas prendre d'autres questions. Donc, alors là, c'est une demande de consultation, donc ce n'est pas le lieu, je crois. On est un peu nombreux. Alors, une de nos filles a déclaré une maladie de Crohn à 16 ans et demi. Une autre de nos filles a actuellement 14 ans, a un peu mal au ventre, etc. Est-ce qu'elle peut avoir une maladie de Crohn? C'est possible. Il y a des agrégations familiales de maladie de Crohn. Et quand quelqu'un de la famille a une maladie de Crohn, bien tout le monde est plus alerté. Et donc on déclenche un peu plus vite la consultation chez le médecin généraliste, et puis s'il le faut, chez le gastroentérologue pédiatre ou adulte. Et oui, il faut aller voir le gastroentérologue et faire le bilan si les choses sont chroniques. Alors sous infliximab, c'est le Remicade depuis 2 ans. Les radios montrent une évolution de ma SPA, est-ce normal? Alors effectivement, ça peut arriver, parce que ce que l'on a montré avec les anti-TNF, c'est que ça bloquait les symptômes, mais que parfois, ça peut bouger un petit peu au niveau des radios. C'est une éventualité quand même qui est assez rare. Et puis l'autre question, c'était sur le méthotrexate qui pouvait augmenter les transaminases. Vous savez, les enzymes hépatiques, c'est plus souvent le méthotrexate que les anti-TNF qui perturbent le bilan du foie. Alors, dans les dernières questions, un quid des tests sanguins pour vérifier l'effet ou les taux des anti-TNF, quand est-ce qu'il faut les faire? On les fait généralement quand le traitement qui marchait bien jusque-là se met à moins bien marcher ou à ne plus marcher. Et là, on essaie de voir si les taux sont bons, si vous n'avez pas non plus déclenché des anticorps contre ces anticorps. Ça a cette place-là, mais ce n'est pas une science exacte que le dosage de ces médicaments dans le sang. Alors, le plaquenil et le méthotrexate se retrouvent-ils un peu dépassés maintenant à l'apparition des biothérapies? Je dirais plutôt non, parce qu'effectivement, il y a eu un regain, même si les biothérapies sont très efficaces et ont été vraiment une révolution dans le traitement des maladies inflammatoires. Et bien parfois, lorsque l'on veut, pas obligatoirement, ou quand le méthotrexate, il manque un tout petit truc pour vraiment contrôler la maladie, de rajouter le plaquenil, qui est un médicament qui n'exige même pas de prise de sang, et ça permet de gagner cette petite chose en plus qui nous évite justement de recourir à des traitements un peu plus lourd. Donc moi je trouve qu'il me rend encore des services, même si c'est un médicament qui a plus de 60 ans. Eh bien ça y est, on va clore la séance. D'abord vous dire merci beaucoup pour être resté jusqu'à la fin. Merci professeur Sexic, merci professeur Selam, parce que c'est un exercice qui n'est pas facile. Mais vous en êtes bien sortis, oui, parce que alors dis donc, parce qu'il y avait quand même